Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Hommes et Pouvoir est une déclinaison du programme Femmes et Pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais souvent on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également des grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Notre invité du jour s'appelle Pierre Moukoko. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan son premier livre intitulé Relations Afrique-France, les gâchis français. Pierre Moukoko, bonjour et bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis Femmes et Pouvoir? Femmes et pouvoir. Je me dis la réalisation des choses nouvelles qui iront mieux pour la société par rapport à ce que font les hommes du pouvoir. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Le pouvoir, évidemment, le pouvoir a plusieurs sens. Pouvoir, c'est la réalisation l'amélioration de la société, s'occuper de sa famille, s'occuper de la société, de la cité dans laquelle nous vivons, apporter du nouveau, un plus, voilà, pour rendre mieux la vie. Voilà, le pouvoir de réalisation des choses nouvelles. Alors, vous dirigez le service du régie d'une grande entreprise basée en région parisienne. Comment se traduit pour vous l'exercice du pouvoir dans votre environnement personnel et professionnel? Alors, professionnellement, je pense ne pas avoir un pouvoir particulier puisque tout ce que je fais prend appui sur la législation en vigueur. Je n'ai ni le pouvoir de la mise en œuvre d'une loi, encore moins de sa mise en cause. La loi, rien que la loi, toute la loi. De ce point de vue, je pense ne pas avoir de pouvoir. Par contre, gagner dans les dossiers, ça c'est très intéressant pour moi. Ça me donne un plus pour le patron, bien évidemment. Et dans votre environnement personnel? Alors, étant donné que nous vivons dans une société réglementée, ça me permet de ne pas faire n'importe quoi, en réalité. Je reflète ce qu'il y a dit. Malheureusement, je suis juriste jusqu'au bout, ce qui agace souvent mon entourage, mais je suis comme ça. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan votre premier livre intitulé Relations Afrique-France et gâchis français. D'où vous est venue l'inspiration pour ce livre? Alors, disons que j'y pensais depuis très longtemps, ce qui m'a d'ailleurs amené à ne pas faire une thèse, parce que je voulais écrire. Et au départ, je voulais écrire un livre pour dénoncer une certaine situation qui me paraissait grave, en ce sens que la France généreuse qui s'occupe de tous ses enfants, qui dépense pas mal d'argent pour ça d'ailleurs, mais au moment où ces enfants-là doivent trouver un travail, ils n'en trouvaient pas. Ils n'en trouvaient pas, il y avait des considérations discriminatoires qui apparaissaient mais qui ne se disaient pas, et ils partaient ailleurs. Donc, je voulais écrire un livre là-dessus pour dénoncer ce gâchis-là. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui sera très vite épuisé, ce qui m'a amené à changer de fusil d'épaule et puis à me dire pourquoi ne pas m'intéresser aux relations de la France et de l'Afrique. Malheureusement pour moi, je n'y connaissais pas grand-chose puisque c'est quand même un sujet qui n'apparaît nulle part dans les livres d'histoire. Je me suis mis à travailler et puis voilà, j'ai sorti ce livre après 2 ans et demi de travail. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'intérêt gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique. Le fait que vous parlez beaucoup des intérêts de la France de ne pas partir du continent africain, mais qu'en est-il des intérêts de l'Afrique? Alors, normalement, les Africains, on les met liés. Ça, il faut quand même regarder les choses en face. La France a donné des indépendants de pacotille aux Africains. La France a choisi les dirigeants et la France donne des ordres à ces dirigeants-là. Ces dirigeants n'ont pas de souveraineté. Les Africains ont du mal à s'émanciper. Et tant que cette situation perdurera, l'Afrique ne pourra pas avancer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la diaspora, et pas seulement, exige désormais la modification du paradigme dans la politique africaine de la France. C'est ce qui se passe actuellement parce que tant que la souveraineté ne sera pas là, la souveraineté monétaire, politique, rien ne pourrait être fait. Alors que les Africains ont beaucoup de capacités. Ça se démontre tous les jours. Sa diaspora est brillantissime dans tous les domaines.
Et donc, vous avez fait plusieurs propositions allant dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux mesures phares que vous estimez urgentes ou indispensables pour justement changer ce paradigme? Alors, la première solution, mesure, à mon sens, j'en parle dans le chapitre 16 de mon livre, tout doit être remis à plat. La France doit restituer les souverainetés aux États africains, restituer les souverainetés, ce qui suppose que ces pays seront libres de battre leur monnaie, de gouverner comme ils le souhaitent, et non de travailler pour la France. Si la France fait ça, c'est l'élément essentiel. Si la France le fait, je pense que ça ira mieux. Bien évidemment, derrière, il va falloir que les Africains travaillent, qu'ils mettent en place le panafricanisme, bien sûr. Ça, c'est quand même fondamental, que la corruption disparaisse. Il y a beaucoup de boulot que les Africains devront eux aussi faire. Mais tant que la France est là, ça n'ira pas. Tant que la France maintient ces pays dans l'esclavage moderne, hein, c'est le cas de le dire, c'est peut-être un peu fort, ça n'ira pas du tout. Voilà, c'est l'élément fort. Il y a, bien sûr, dans ce chapitre 16, j'ai beaucoup de propositions que je fais à la France et à l'Afrique, mais l'élément essentiel, c'est libérer les Africains, afin qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Quel pourrait être le rôle des femmes dans ce changement de paradigme? Contrairement à ce que croient les hommes, je pense que les hommes le savent, les femmes sont, je pense, plus intelligentes. La féminité, la façon de... je confirme. Non, la façon de voir les choses est complètement différente. Il est temps que les hommes l'admettent pour le bien de tous et qu'on élargisse les pouvoirs qu'on donne aux femmes. Vous avez écrit au président Emmanuel Macron pour lui présenter votre ouvrage, pour qu'il puisse prendre connaissance de vos propositions. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref extrait de la lettre que vous lui avez adressée, peut-être juste pour nous dévoiler une petite partie? Alors, là, je vous montre de loin hein, la lettre que j'ai écrite au président Macron avec le tampon de la présidence hein, qu'il a bien reçu. Alors, au niveau du contenu, bon, je l'ai dédicacé, hein, aussi au président. Je l'ai envoyé le 13 mai et comme le témoigne, l'atteste le tampon de la présidente de la République de l'Élysée, elle est bien arrivée à l'Élysée le 15. Alors, j'ai écrit au président pour lui faire part de la situation, des mécontentements des Africains légitimes, des contestations et des refutations que les Africains relèvent de plus en plus et qu'il est peut-être temps que, que l'Élysée l'entende. Donc, j'ai demandé au président de bien vouloir poser des actes concrets pour, faire droit à ces sollicitations légitimes des Africains, démarche qui aura le mérite d'éviter le divorce. Alors, moi, dans cette affaire, contrairement à ce que pensent certains des miens, moi, j'ai pris ma position, elle est ce qu'elle est. Je ne souhaite pas qu'il y ait divorce entre entre la France et ses ex-colonies. Je souhaite qu'il y ait mise en place d'une relation gagnant-gagnant. Je pense que si la France le fait, ça ira mieux pour tout le monde. Étant inutilement précisé que sans l'Afrique, la France ne sera pas grand-chose parce que, comme vous le savez, au niveau international, à l'ONU, les Africains votent comme la France. Et c'est très important pour la voix de la France. Il faut impérativement que la France en prenne connaissance et que la France tourne le dos à cette pratique de Jacques Foccart qui infantilise les Africains et qui les pille et les affame. Il est temps que cela s'arrête et j'espère que le président Macron, pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle de l'Élysée. Et pour tout vous dire, la semaine dernière, j'ai également écrit au CPA. Le président de la République a créé un CPA, c'est-à-dire un conseil présidentiel pour l'Afrique, composé de 11 membres, dont 9 franco-africains. Le coordonnateur actuel est un franco-béninois. Ils ont pour mission principale de recueillir les doléances des Africains et les remonter auprès du président. J'ai demandé une audience à cette entité, au conseil présidentiel pour l'Afrique, parce que je pense avoir quelques propositions sans prétention. Voilà. J'espère que j'aurai une réponse. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie d'aller acheter votre livre, de le lire et éventuellement d'essayer de communiquer autour de ça? Et où est-ce qu'on pourrait se procurer votre livre? Alors, ce livre est le fruit d'un travail conséquent, plus de 2 ans et demi. Il a 472 pages avec 18 chapitres. J'ai abordé pratiquement tous les sujets.
bon, nous n'exagérons pas, mais enfin, j'ai abordé pas mal de sujets et je me suis contenté d'aller piocher dans l'histoire, puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un sujet qui est marqué du sceau de la confidentialité. Ça n'apparaît nulle part. Nous, vous, moi, tous, nous sommes des analphabètes diplômés alors qu'on était à l'école. Ça n'apparaît nulle part. Donc, dans ce livre, je vais fouiller, j'ai fouillé pour informer de tout ce qu'on nous cache. C'est une mine d'or, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses là-dedans et je pense qu'il faut que les Africains comprennent et il faut que les Européens comprennent. Ce livre est destiné en réalité à la jeunesse africaine et française, qui sont l'avenir de ces deux espaces de civilisation. Dès qu'ils comprendront ce qu'on nous cache, je pense qu'ils feront tout pour désactiver ces politicards, n'est-ce pas, qui nous gouvernent. Et ça ira mieux pour tout le monde. Donc, c'est un livre intéressant qu'il faut lire et surtout partager le message à la jeunesse. Pourquoi est-ce que les gens y feraient ça, en fait, finalement? Parce qu'une fois qu'on a dit c'est bien pour tout le monde, c'est essentiel, mais chacun veille sur ses intérêts. Pourquoi est-ce que la France changerait sa façon de pratiquer avec l'Afrique? Et pourquoi est-ce que les dirigeants aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui y tirent pas mal d'avantages, pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Alors, c'est une très bonne question. Si nous regardons la situation d'aujourd'hui, votre question est très intéressante, pardon. Si nous regardons la situation aujourd'hui, la France est en position de faiblesse. Alors, j'ai essayé dans mon livre de trouver trois cas qui peuvent nous amener à aller vers cette conclusion. Les Africains ont changé. La France le sait. La diaspora n'acceptera plus d'être manipulée. Le président Macron le sait. À partir de là, ça change tout. Ils feront valoir ce point-là, cet état d'esprit quand il le faudra et où il le faudra. Enfin, il y a l'arrivée de nouveaux pays, la Chine, le Japon, l'Inde et tout ça, qui veulent tous faire partie de la France. Je vous assure que la France est en position de faiblesse et les caisses sont vides. La France n'est pas en dépôt de bilan, mais la France a des difficultés financières. Fort de tous ces éléments-là, si les Africains continuent à mettre la pression, la France sera obligée de composer. Parce que la France n'acceptera pas de perdre l'Afrique. Elle perd l'Afrique, même si c'est un grand pays, elle aura beaucoup de difficultés. Elle ne sera plus 5e puissance du monde, c'est sûr. Donc, voilà la situation. Très bien. Où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Alors, ce livre est partout. Il est partout, même au Québec. Il est acheté partout. Je suis un peu surpris moi-même. Oui, il est partout, en Allemagne, en Italie, partout, même en Australie. Alors, il suffit de taper le titre, hein, le titre sur Google. Hein, c'est le cas de le dire, sur Google. Exactement. Et puis, comment dire, plusieurs moteurs de recherche, plusieurs plateformes plutôt, proposeront de passer commande. Donc voilà, c'est très simple. Il suffit de taper le titre sur Google et puis on suit et puis on choisit le vendeur, entre guillemets. Très bien. Je voulais faire un lien avec l'actualité récente sur l'assassinat de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, qui maintenant est dans le monde entier. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien entre le réveil du continent africain et le réveil du peuple noir et qui va obliger l'Occident à revoir ses axes de collaboration? Je pense qu'il y aura un réveil. Il y a déjà un réveil puisque les Africains, les Noirs du monde entier en ont assez et le font de plus en plus savoir. La chance que les Africains et les Noirs du monde entier, si vous voulez, ont dans cette affaire, c'est qu'il y a eu manifestation d'une solidarité mondiale. C'est une première. C'est la première fois que le monde entier, blanc, noir, dit ça suffit. Donc, il y a un ras-le-bol. Tout le monde est conscient que, notre façon de vivre n'est pas normale. Discriminer du pont ou du rang, c'est pas normal. Donc, ça va s'arrêter, j'en suis convaincu. Il suffit que la pression continue et il n'y aura pas de souci, je pense, hein, sauf erreur de ma part, mais je pense que ce qui s'est passé est une leçon parce que il y a beaucoup de mots, M-A-U-X, qui gâchent nos vies et les gens se taisent. Là, avec la mort de ce monsieur, de cet Nord-Américain, je pense que les données vont changer, j'en suis convaincu. Il suffit de continuer à mettre la pression, d'être vigilant. Il y a beaucoup de mots que nous devons contester. Il n'est pas possible que ça continue comme ça. Très bien.
Bah, justement, sur ces bons mots, MOTS, nous allons marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. C'est parfait. Nous sommes de retour sur le plateau de Hommes et Pouvoir avec Pierre Moukoko où nous parlions de son nouveau livre qui s'intitule Relations Afrique-France, les gâchis français. Monsieur Moukoko, nous avons beaucoup parlé de votre ouvrage. Je voudrais revenir sur l'homme, la Pierre Moukoko, et revenir sur les questions qui touchent les hommes et les femmes en matière d'égalité. Est-ce que vous avez noté une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Malheureusement, nous sommes dans une société où sans les lois, c'est très compliqué. Mais avec les lois, évidemment, on est tous, on essaie de l'être. Hein. Nous sommes tous des légalistes hein, dans les sociétés dites civilisées. Je pense que les hommes sont conscients qu'il y a une discrimination qui s'abat depuis pas mal d'années sur les femmes. Et beaucoup d'hommes veulent que ça change. Il suffit qu'il y ait une aide législative, ça changera, je pense. Ça changera. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Vous savez, pour les élections professionnelles en France, par exemple, il n'est pas possible qu'il y ait une liste sans égalité homme-femme. Vous savez, il y a pas mal de choses qui changent. Au niveau du salaire, ce n'est pas encore ça. Mais ça évolue, ça évolue, ça évolue. J'espère que nos petits-enfants le vivront, mais bon, ou peut-être avant, espérons plutôt qu'avant. Mais il y a une évolution significative, mais ce n'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Ok. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes? Je pense que, homme ou femme, lorsqu'on pose des actes dans la vie, travailler, faire des études, il y a toujours un sacrifice. Personnellement, je reconnais que jeune juriste, je voulais tellement apprendre de sortir de la théorie pour la pratique. J'ai passé beaucoup de temps au travail. Je n'ai pas vu ma fille aînée grandir. Barbara, elle me le reproche aujourd'hui, elle a presque 23 ans. C'est vrai. Donc, ce qui peut arriver aux femmes peut aussi arriver aux hommes, bien évidemment. Quelle est la réflexion la plus sexiste ou le propos le plus sexiste que vous ayez entendu durant toute votre carrière? Ben, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a qu'à rester à la maison. Voilà, donc c'est ça. Comme si la place de la femme, c'est à la maison et pas au travail. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, évidemment, il y a d'autres propos. Parce que, écoutez, les hommes naissent dans la domination ou dans une société où les femmes sont dominées. Certains ne réfléchissent pas que ce n'est pas normal. C'est anormal. Ils pensent que c'est la normalité alors que ce n'est pas du tout ça, évidemment. Bon, il y a des propos de ce type pour taquiner, mais bon, même si ce n'est pas tout à fait la meilleure des solutions. Mais je pense qu'il y aura... Non, les sociétés occidentales, la France que je connais, prend des mesures, soyons optimistes, et je pense que ça va changer. Bon, ça va changer. Soyons optimistes. Si vous avez un jour pour changer le monde, vous commenceriez par quoi? L'équité et le respect, pour le bien-être de tout le monde, bien évidemment. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Un lion pour défendre les faibles. J'aime bien, moi c'est peut-être mon métier, j'en sais rien, mais j'aime bien défendre les gens. Voilà, j'aime bien défendre. Quand j'ai commencé mon carrière, ben, je défendais comme juriste dans une association de consommateurs à Paris. Défendre les gens, j'aime bien. Si vous étiez une voiture, laquelle seriez-vous et pourquoi? Oh, j'ai pas de voiture, mais une grosse voiture familiale où j'aurai mes enfants, voilà. Très bien. Qui écoute la musique et puis en allant se balader. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Alors, par chauvinisme, je dirais Paris, même si j'aime bien New York. J'avoue que j'aime bien New York. Évidemment, je peux dire Paris ou New York, ou les deux. Ou les deux. Paris ou New York, voilà. Bon, parfait. Quel message vous avez envie de livrer aux hommes qui regardent cette entrevue sur la question du rapport homme-femme, par exemple? Eh bien, au-delà de la loi, il faut la mise en place d'une volonté. Il faut que les hommes se rendent compte que écarter les femmes dans la gestion des affaires quotidiennes est une erreur grotesque. Il est temps que cela s'arrête. Nous avons besoin des femmes. D'ailleurs, sans les femmes, vous savez, on dit souvent que les femmes font et refont l'histoire des hommes.
sans les femmes, ce sont les femmes qui donnent la vie, hein, qui donnent la vie. Elles ont les capacités insoupçonnées. Il est temps que ça change, qu'on donne un peu plus de pouvoir aux femmes, par tous les moyens. Et je pense que la Très bien. société ira mieux. Parfait. Vous êtes un homme de pouvoir. Pour conclure cette entrevue, dites-nous en un mot quel est votre super pouvoir. Je suis très têtu. C'est un défaut aussi, mais et comment dire, je ne lâche rien. Voilà, je ne lâche rien. Quand j'ai une idée derrière la tête, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parfait, ben, ça sera le mot de la fin. Je rappelle le titre de votre livre, Relations Afrique-France, les gâchis français. Voilà, que je montre à l'écran. Merci beaucoup, Monsieur C'est moi qui vous Moukoko, remercie. pour avoir accepté notre invitation et j'invite les personnes à trouver votre ouvrage dans toutes les librairies et sur Internet, sur toutes les plateformes adaptées à ce genre de commandes. Merci Je vous beaucoup. remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye.